Visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Tanzanie, c'est dans le cadre d'une tournée est-africaine qui vise à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Le Gabon disposera bientôt d'une usine de transformation de manioc. Elle sera installée dans la zone économique spéciale de Nkok. Enfin, la quantité de lait produit en 2016 est en hausse de 13% au Zimbabwe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en tournée en Afrique de l'Est, a foulé lundi le sol tanzanien. Cette visite, qui intervient à un moment où la Tanzanie tente de trouver de nouvelles sources de financement, devrait permettre de renforcer les relations économiques entre les deux pays. La Turquie possède 7 positions concernant la production d'une grande quantité de produits agricoles en Tanzanie. En tant que Tanzaniens, près de 80% de nos citoyens dépendent de l'agriculture comme principale source de revenus. Avec la visite du président Erdogan, notre relation nous aidera à affronter de grands défis pour chacun de nos pays concernant notre développement économique. Et je suis sûr que la relation entre la Turquie et nous permettra à la Tanzanie de devenir un pays industriel. Cela grâce à notre homologue turc qui a fait un grand pas en matière de technologie. Nous serons en mesure de copier puis d'apprendre sa technologie. En dehors de la Tanzanie, le Mozambique et Madagascar devraient aussi voir leurs relations économiques renforcées avec cette tournée de Recep Tayyip Erdogan en Afrique de l'Est. Les banques angolaises demandent au gouvernement de participer à la mise en place d'un plan de sauvetage. Le but de la manœuvre est de protéger les déposants et préserver le système d'un ébranlement face aux effets de la chute des cours du pétrole ayant affecté presque toutes les rentrées de devises extérieures du pays. Le mouvement baissier entamé par les cours du pétrole au milieu de l'année 2014 a frappé de plein fouet l'industrie bancaire, causant une montée en flèche de la mauvaise dette et un ralentissement des affaires en Angola. Quant aux sources d'approvisionnement en dollars, elles se sont vite taries suite au retrait des banques étrangères du circuit de fourniture de billets verts au pays. Déjà en 2015, la Banque centrale angolaise avait tiré la sonnette d'alarme sur la situation des banques locales. Selon son rapport de stabilité publié au cours de cette année, moins de la moitié de ces établissements auraient surmonté un test de résistance, exigeant d'elles de détenir 10% de réserves de capitaux au cas où l'évaluation de leur portefeuille de crédit était réduite de 2 crans sur une échelle de 7 niveaux de risque. L'adaptation au risque aurait fait passer le secteur bancaire angolais d'un bénéfice annuel de 141,3 milliards de kwanza en 2015 à une perte de 412,7 milliards de kwanza. Filiale de Bank of Africa pourrait fermer 12 de ses agences sur les 42 qui opèrent au Kenya. À l'origine de cette décision, le manque d'affluence constaté dans ces agences au cours de ces dernières années, les clients étant désormais plus portés vers les services digitaux. Si cette décision était approuvée par la Banque centrale, ce sont 8 agences de la BOA qui seront fermées dans la seule ville de Nairobi. Notons que depuis l'entrée en vigueur de la loi limitant les taux d'intérêt dans le pays, plusieurs banques ont revu leur stratégie de travail. La National Bank a par exemple déjà annoncé un plan de réduction de son personnel. Quant à Ecobank et Family Bank, elles projettent aussi d'offrir plus de services digitaux.
Le Togo pourrait bénéficier dans les tout prochains mois d'un prêt de 238 millions de dollars, ceci dans le cadre d'un accord avec le Fonds monétaire international. Un accord qui doit encore être soumis à l'examen du conseil d'administration du Fonds monétaire international en avril prochain. Une fois définitivement validé, le prêt sera versé en 7 tranches. L'enveloppe accordée est à taux 0% et remboursable sur une durée de 10 ans. Cette somme doit être allouée au programme d'urgence de développement communautaire PUDC, lancé le 30 juin 2016 par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. D'un coût estimé à 155 milliards de francs CFA, soit 236 millions d'euros, ce programme est censé doper la construction d'infrastructures dans certaines régions togolaises mal desservies. Les premiers décaissements devraient servir à financer les dépenses sociales et à poursuivre les investissements. Il faut dire que ce prêt de 238 millions de dollars pourrait également servir à soutenir les banques publiques pour accompagner le développement du secteur privé. Au Gabon, la zone économique à régime privilégié de Nkok entend bientôt se doter d'une usine de transformation de manioc, et ce en prélude aux premières récoltes de la denrée attendue dans la province de Logoué-Ivindo, au nord-ouest du pays. Cette innovation s'inscrit dans le cadre du programme Graines au Gabon. L'idée de construire une usine de transformation de manioc à Nkok résulte d'une étude de marché réalisée par les responsables du programme Graines, notamment la Société de transformation et du développement rural. Précisons que dans le nord-ouest du Gabon, en particulier Logoué-Ivindo, les coopératives ont créé plusieurs plantations de manioc dont le ratio de production à l'hectare est de 23 tonnes. La production laitière a atteint 65 millions de litres en 2016 au Zimbabwe, soit une hausse de 13% par rapport à l'an dernier. Cette hausse serait due principalement aux diverses interventions et initiatives menées par les acteurs de la filière, aussi bien du secteur privé que public, pour revitaliser l'industrie laitière dans le but d'assurer l'autosuffisance dans le pays. Cette hausse de la production laitière a aussi été possible grâce aux mesures restrictives prises sur l'importation des produits laitiers à bas prix pouvant être produits localement, ce qui a permis à l'industrie laitière du Zimbabwe d'acquérir une autosuffisance dans la production de tous les types de produits laitiers, à l'exception du fromage, du lait en poudre et du beurre qui sont toujours importés. En coordination avec les Nations Unies, l'Éthiopie a lancé un appel humanitaire afin de mobiliser des fonds pour faire face à une crise alimentaire imminente liée à la sécheresse. Le pays envisage de mobiliser 948 millions de dollars. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ce montant devrait servir à venir en assistance à près de 5,6 millions de personnes vivant majoritairement dans le sud et l'est du pays. 598 millions de dollars du montant sollicité pourraient servir à fournir un secours alimentaire aux bénéficiaires. 105 millions de dollars seront dédiés à leur nutrition et 86 millions de dollars pourraient permettre de répondre à leurs besoins en eau et en assainissement. Le reste de la somme sera consacré à la fourniture d'abris, de protection, de produits non alimentaires, ainsi qu'au volet d'assistance dans la santé, l'agriculture et l'éducation des populations ciblées. Cette crise qui s'annonce en Éthiopie est une conséquence du phénomène climatique El Niño qui a déjà provoqué l'année dernière une forte sécheresse en raison de la limitation des précipitations. Quelques jours après son entrée en fonction, le nouveau président américain annonce déjà les couleurs de réforme économique. Donald Trump a annoncé dimanche la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain ALENA avec les dirigeants du Canada et du Mexique. La première ministre Theresa May va bientôt venir aux États-Unis.
Nous allons aussi rencontrer le Premier ministre du Canada et le président du Mexique, que je connais, et nous allons commencer des négociations liées à l'ALENA. Entrée en vigueur en janvier 1994, l'ALENA associe les États-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange. L'ALENA fait partie des cibles privilégiées de Donald Trump, qu'il accuse d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique. Selon les statuts de l'accord, l'une des parties peut notifier aux autres parties son intention de le quitter, ouvrant alors une période de 180 jours pour entamer de nouvelles négociations. En l'absence de conclusion d'un nouvel accord, l'ancien est alors dissous. Déboucher un évier ou changer un siphon, ces gestes Zarina, 47 ans, n'aurait jamais pensé devoir les apprendre. Mais cette ancienne enseignante, qui élève seule ses 2 enfants à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, n'a pas eu d'autre choix. J'apprends ce métier pour régler tous les problèmes de plomberie chez moi. Je fais cela parce que si tu fais venir un plombier, soit il ne vient pas du tout, soit il arrive trop tard. Alors que quand je fais ça moi-même, non seulement je le fais mieux, mais en plus je fais des économies. Pour fuir un contexte économique morose, plus d'un Tadjik sur 10 préfère partir travailler à l'étranger, essentiellement en Russie. Une émigration presque exclusivement masculine et qui a souffert de la récente récession russe. Les transferts d'argent de Russie vers le Tadjikistan ont baissé de 2/3 depuis 2014. Restées au pays, les femmes tadjiks sont de plus en plus nombreuses à apprendre des métiers traditionnellement réservés aux hommes dans ce pays à l'islam très conservateur. Mes parents ne sont pas contre ma volonté de choisir un métier pour homme. Je ne sais pas ce que mes amis ou mes voisines en pensent, mais leur opinion ne représente rien pour moi, parce que j'ai choisi un métier qui me plaît. Dans ces centres de formation professionnelle, environ 60% des élèves sont désormais des femmes. Une évolution des mentalités qui rencontre des résistances dans la société tadjike. Évidemment, leurs maris à l'étranger ne veulent pas qu'elles pratiquent ces métiers pour hommes. Mais elles sont contraintes de faire ce travail. Et lorsque leurs maris rentrent chez eux avec l'argent, elles abandonnent ces métiers-là. Malgré une forte réduction de la pauvreté ces dernières années, le Tadjikistan reste très dépendant de l'argent envoyé par sa population immigrée et peine à créer des emplois. Ce qui à la longue pourrait pousser les femmes sur le même chemin que les hommes tadjiks ont emprunté, celui de l'exil.